Ton frère a besoin d'espace, ne rentre pas à la maison, a dit ma mère. Il y a 5 ans, ma mère m'a appelé 3 jours avant Thanksgiving pour me dire que j'étais interdit de rentrer à la maison parce que ma présence contrarierait mon frère aîné. Avant de vous raconter comment ce simple coup de fil a mené à la vengeance la plus satisfaisante lors de mon mariage, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je les lis tous. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce jour, le 21 novembre. Je me tenais au milieu de l'aéroport Logan. L'air sentait le café éventé et la cire à plancher autour de moi. Le terminal était une mer chaotique de gens. Les familles s'embrassaient. Les enfants criaient d'excitation et les soldats rentraient chez eux en uniforme, accueillis par des parents en larmes. L'énergie était électrique. C'étaient les fêtes de fin d'année. Tout le monde avait un endroit où aller. J'avais un billet à la main. Boston à Connecticut. Ce n'était pas un long vol, mais je l'avais réservé des mois à l'avance. J'avais utilisé mon salaire durement gagné pour acheter des cadeaux coûteux. Une écharpe en cachemire pour ma mère, un kit d'outils de montre vintage pour mon père, et même une mallette en cuir haut de gamme pour mon frère, Lucas. J'essayais. Dieu sait que j'essayais. Mon téléphone a vibré. C'était « Maman, j'ai souri ». J'ai vraiment souri. Je pensais qu'elle appelait pour me demander si je voulais une tarte aux noix de pécan ou à la citrouille. « Salut maman ». J'ai répondu, déplaçant mon bagage à main sur mon autre épaule. Je suis sur le point de passer la sécurité. Je serai là pour le dîner. Il y eut un silence à l'autre bout. Un silence froid et lourd que je connaissais trop bien. « Elia » dit-elle. Sa voix n'était pas chaleureuse. C'était la voix qu'elle utilisait lorsqu'elle parlait à un télévendeur qu'elle voulait raccrocher. « Ne monte pas dans l'avion. » Je me suis figé. Des gens m'ont bousculé, se précipitant, mais j'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. « Papa va bien ? Lucas va bien ? Tout le monde va bien, dit-elle rapidement. Mais Lucas, il traverse une période difficile au travail. Il est très stressé. Il dit que tes questions sur son travail le font se sentir jugé. J'ai serré le téléphone plus fort. Mes jointures sont devenues blanches. Maman, je n'ai pas vu Lucas depuis 6 mois. La dernière fois que nous avons parlé, je lui ai juste demandé comment allait la fusion. C'est tout. Il ne veut pas de drame, Elia, a-t-elle claqué. Il a besoin de vacances paisibles. C'est lui qui porte le poids d'un grand poste en entreprise. Tu sais à quel point il est sensible. Si tu viens, il va être sur les nerfs. Alors, Robert et moi avons décidé qu'il valait mieux que tu restes à Boston cette année. J'ai regardé autour de l'aéroport. J'ai vu un père soulever son petit garçon sur ses épaules. J'ai vu une mère embrasser le front de sa fille. Vous me désinvitez, ai-je demandé, la voix brisée. J'ai déjà acheté le billet. Il est non remboursable. J'ai vos cadeaux. Nous ouvrirons les cadeaux à Noël, dit-elle d'un ton désinvolte. Peut-être si Lucas se sent d'humeur. Ne viens juste pas, Elia. Fais ça pour la famille. Fais ça pour la famille. C'était la phrase. C'était toujours la phrase. Et moi, maman, ai-je chuchoté. Où suis-je censé aller? Tu es un homme adulte, Elia. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose à faire. Au revoir. La ligne est devenue morte. Je suis resté là pendant 10 minutes, juste debout. J'avais l'impression d'être un fantôme. J'étais invisible. Ma propre mère venait de choisir le stress de son fils de 34 ans plutôt que l'existence de son fils cadet. Lucas, l'enfant chéri. Lucas, qui ne pouvait rien faire de mal même lorsqu'il était criblé de dettes et de mauvaises décisions. Tandis que moi, l'architecte paysagiste qui avait construit une entreprise prospère à partir de rien, j'étais traité comme une nuisance. Je me suis retourné et j'ai quitté l'aéroport. J'ai jeté le billet non remboursable dans une poubelle près du trottoir. J'avais l'impression de jeter un morceau de moi-même. Je ne suis pas retourné à mon appartement. Il était vide et froid. Je ne pouvais pas supporter le silence là-bas. J'ai conduit. J'ai conduit sans but autour de Boston jusqu'à ce que le soleil se couche et que les lumières de la rue s'allument. La ville se vidait. Tout le monde était à la maison. Mon estomac a gargouillé. Je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner.
Je me suis arrêté au Harborview Grill. C'était un endroit à l'ancienne près de l'eau. Des boiseries sombres, des ferrures en laiton, le genre d'endroit qui sent le rôti de bœuf et l'argent ancien. C'était l'un des rares endroits ouverts. Je suis entré. La chaleur du restaurant m'a frappé, contrastant avec le froid qui me rongeait les os. Il était bondé. De grandes tables étaient rapprochées. 3 générations de familles se passaient des corbeilles de pain et riaient. Table pour une personne, ai-je dit à l'hôtesse. Elle m'a regardé avec pitié. Ce regard, je détestais ce regard. Juste une personne pour Thanksgiving. Juste une, ai-je dit, la tête haute. Elle m'a conduit à une petite table pour 2 à l'arrière, juste à côté de la porte de la cuisine, mais elle était également juste à côté d'une grande table bruyante d'environ 10 personnes. Je me suis assis et j'ai commandé un whisky. Pur. Puis j'ai commandé le dîner de dinde. J'ai essayé de regarder mon téléphone, j'ai essayé de paraître occupé, comme si j'étais un homme d'affaires en escale, pas un fils qui avait été rejeté par son propre sang. Mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'entendais la famille à côté de moi. Il y avait un couple âgé à la tête de la table. L'homme avait des cheveux argentés et un rire qui faisait trembler ses épaules. La femme était élégante, portant un collier de perles, mais ses yeux étaient bienveillants. Il y avait des adultes plus jeunes, peut-être de mon âge, et quelques enfants. « Passe les pommes de terre, papa. » L'un des garçons a crié, « Demande gentiment où je les mange toutes », a plaisanté l'homme plus âgé. Ils étaient heureux. Pas heureux comme sur Instagram. Vraiment heureux. Ils s'interrompaient. Ils se volaient de la nourriture dans les assiettes. Ils avaient l'air de s'aimer vraiment. J'ai baissé les yeux vers mon whisky. Le liquide ambré s'est estompé. J'ai réalisé que je pleurais. J'ai essuyé mes yeux rapidement avec la serviette en lin, espérant que personne ne me verrait. J'étais un homme de 27 ans qui pleurait dans un steakhouse. Jeune homme pathétique. Je me suis figé. J'ai levé les yeux. L'élégante femme de la grande table était juste là. Elle avait un verre de vin à la main et une inquiétude dans les yeux que je n'avais jamais vue, enfin, jamais. Je suis désolé, ai-je bégayé. J'ai juste des allergies, de la poussière. Elle n'y a pas cru. Elle a tiré la chaise vide en face de moi et s'est assise. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a juste réclamé l'espace. Je m'appelle Margaret, a-t-elle dit. Et j'ai une règle. Personne ne mange seul à Thanksgiving. Pas quand je suis dans la pièce. Je m'appelle Elia, ai-je dit, en m'essuyant à nouveau le visage. Je ne veux vraiment pas m'immiscer, Margaret. Vous avez une famille charmante. Ils sont charmants, a-t-elle convenu, en les regardant. Bruyants, mais charmants, et il y a beaucoup de place. Mon mari Arthur a commandé assez de dinde pour nourrir une petite armée. Il le fait toujours. Elle m'a regardé. Elle m'a vraiment regardé. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la reconnaissance. Pourquoi êtes-vous ici, Elia, a-t-elle demandé doucement. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit. Peut-être parce que je le retenais depuis 20 ans. Peut-être qu'une étrangère est plus sûre que la famille. Ma mère m'a appelé à l'aéroport, ai-je dit, la voix tremblante. Elle m'a dit de ne pas rentrer à la maison. Mon frère ne voulait pas de drame. Les yeux de Margaret se sont rétrécis. Un éclair d'acier est apparu derrière la gentillesse. Drame? Oui, c'est comme ça qu'il m'appelle. Drame. Parce que j'existe. Margaret s'est levée. Elle a tendu la main. Eh bien, Elia, leur perte est notre gain. Prends ton verre. Tu changes de table. J'ai hésité. Êtes-vous sûr? Je ne veux pas créer de malaise. La seule chose embarrassante, a-t-elle dit fermement, c'est que tu sois assis ici près de la porte de la cuisine alors que nous avons une place vide à côté d'Arthur. Il adore parler et tous les autres à table ont entendu ces histoires 1000 fois. Tu me ferais une faveur. Je me suis levé. Mes jambes tremblaient. J'ai suivi l'étrangère jusqu'à la grande table. L'homme plus âgé, Arthur, a levé les yeux. Il n'avait pas l'air confus. Il avait l'air ravi. Arthur, a dit Margaret, posant une main sur son épaule. Voici Elia. Il se joint à nous. Arthur s'est levé.
Un homme grand et imposant qui se déplaçait avec une grâce qui suggérait le pouvoir. Il a tendu une main de la taille d'un gant de receveur. « Bienvenue à bord, Elia » a-t-il tonné. « Aimes-tu la viande foncée ou la viande blanche ? Parce que si tu dis blanche, tu peux tout avoir. Je suis plutôt un homme de jambes. » La table a éclaté de rire. Quelqu'un a tiré une chaise. Quelqu'un d'autre a versé du vin dans un verre neuf. Une assiette de farce est apparue devant moi avant même que je ne m'assoie. J'ai regardé ces étrangers. Il y a 10 minutes, j'étais orphelin. Maintenant, j'étais assis entre un juge à la retraite et un graphiste nommé Ben, en train de passer la sauce au canneberge. « Alors, Elia » a dit Arthur, en coupant sa dinde. « Que fais-tu dans la vie ? Ou es-tu un agent secret ? Tu as ce regard. »« Je suis architecte paysagiste » ai-je dit. « Je prends des espaces morts, des friches industrielles, des terrains abandonnés, et je les transforme en parcs. Je redonne vie aux choses. » Arthur a arrêté de mâcher. Il m'a regardé avec un intérêt sincère. Restauration. C'est un travail noble. Un travail difficile qui demande de la vision. Pendant les 2 heures suivantes, personne ne m'a demandé pourquoi j'étais seul. Personne ne m'a jugé. Ils m'ont juste inclus. Ils ont posé des questions sur mes arbres préférés. Ils se sont disputés sur le football. Ils ont taquiné Ben à propos de sa nouvelle moustache. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas le bouc émissaire. Je n'étais pas le drame. J'étais juste Elia. Et tandis que je regardais Margaret de l'autre côté de la table, la voyant sourire à sa famille, je ne savais pas quelle était la mère de la femme que j'épouserais un jour, je ne savais pas que ce dîner était la première brique des fondations de ma nouvelle vie. Tout ce que je savais, c'est que la dinde n'avait plus le goût de cendre. Elle avait le goût de l'espoir. Le dîner au Harborview Grill était bruyant, chaotique et merveilleux. Mais chaque fois que les rires s'estompaient une seconde, mon esprit dérivait. C'était comme un élastique qui se rétractait vers une vieille blessure. Assis là, entouré par la chaleur de la famille Sterling. Le contraste avec ma propre famille, les Thatcher, était si vif qu'il me faisait physiquement mal. Arthur Sterling racontait une histoire de son temps sur le banc. J'ai vite appris qu'il était un juge de cour supérieure à la retraite, un homme de loi. Alors l'avocat se lève, a dit Arthur, gesticulant avec sa fourchette. Et il dit, « Votre honneur, mon client n'a pas volé la voiture. Il l'a simplement empruntée pour une durée indéterminée sans permission. Pouvez-vous croire ça ?» La table a éclaté de rire. Arthur m'a regardé, m'impliquant. « Elia, dans ton travail, si tu plantes un arbre sur la mauvaise ligne de propriété, est-ce que c'est emprunter le terrain ? C'est un empiètement, ai-je dit en souriant. Et cela mène généralement à un procès. Exactement. Arthur a frappé la table avec joie. La précision compte. L'intégrité compte. Précision. Intégrité. Des mots que mon père, Robert, n'avait jamais compris. Mon esprit est revenu à mes 16 ans. J'avais participé au concours d'art de l'État du Connecticut. C'était un événement majeur. J'avais passé 3 mois à travailler sur un croquis au fusain de l'ancien moulin en centre-ville. J'y travaillais tous les soirs après les devoirs, mes mains couvertes de poussière noire. J'avais gagné le premier prix. Le premier prix de tout l'État. La cérémonie de remise des prix avait lieu un vendredi soir. Je me souviens avoir couru dans la cuisine en agitant la lettre. « Maman, papa, j'ai gagné. Vous devez venir. » C'est à la capitale de l'État. Ma mère, Linda, n'a même pas tourné le dos à la cuisinière. Vendredi ? Oh, Elia, je ne sais pas. Lucas a son match de football universitaire vendredi. Mais, maman, ai-je supplié. Lucas est sur le banc. Il joue à peine. C'est le championnat d'État pour l'art. Nous ne pouvons pas manquer un match, Elia, a dit mon père, se cachant derrière son journal. Il s'agit de l'esprit d'équipe. Nous devons soutenir ton frère. Ils ne sont pas venus. Je me suis tenu sur cette scène, tenant mon ruban bleu, les lumières vives m'aveuglant. J'ai regardé le public, les cherchant. Tous les autres enfants avaient des parents qui les encourageaient, prenaient des photos avec des appareils jetables. Je n'avais personne. Plus tard cette nuit-là, quand je suis rentré à la maison,
la maison était sombre. Il dormait. Il n'avait même pas attendu pour me demander comment ça s'était passé. Le lendemain matin, j'ai découvert pourquoi. Lucas s'était écorché le genou en glissant sur le terrain. Une égratignure mineure. Maman avait passé la soirée à le glacer et à lui faire du chocolat chaud. « Tu es tellement dramatique, Elia », m'avait dit maman quand je l'ai confronté. « C'est juste un dessin. Ton frère a été blessé. » Juste un dessin. « Elia, tu es avec nous, mon fils ?» La voix d'Arthur m'a ramené au présent. J'ai cligné des yeux, réalisant que j'avais fixé mes pommes de terre en purée. « Désolé », ai-je dit. Je pensais juste à la famille. Margaret a tendu la main et a touché la mienne. Sa peau était douce, mais sa prise était ferme. Le genre de pensée difficile, j'imagine. Oui, ai-je admis. Mes parents, ils ne m'ont jamais vraiment vu. Il s'agissait toujours de mon frère. C'est l'enfant chéri. Je suis les pièces de rechange. La table est devenue silencieuse. Pas un silence gênant, mais un silence respectueux. J'ai une théorie, a dit Ben, le graphiste avec la moustache, il était le neveu de Margaret. Certains parents voient les enfants comme des extensions d'eux-mêmes. Si l'enfant réussit comme ils le veulent, ils l'aiment. Si l'enfant est sa propre personne, ils ne savent pas quoi faire avec lui. Ça semble juste, ai-je dit. Lucas, mon frère, c'est un cadre, où il essaie de l'être. Il joue le rôle. Costume cher, voiture chère, grand discours. Mes parents adorent cette image. Moi, je joue dans la terre. Je construis des parcs. Ils pensent que c'est en dessous d'eux. Il n'y a rien en dessous d'un homme qui construit, a dit Arthur, sa voix grave et résonnante. Tu crées un héritage, Elia. Les arbres nous survivent tous. C'est une belle profession. J'ai regardé Arthur. Il était sincère. Mon propre père m'avait demandé quand j'allais trouver un vrai travail jusqu'à mes 30 ans, même après que j'ai ma propre entreprise et 6 employés. Pourtant, voici un étranger qui validait toute mon existence en 5 minutes. Tu sais, a dit Margaret, en versant plus de vin. Arthur et moi avons une fille, Sarah. Elle est à Londres en ce moment, elle termine son master en urbanisme. Urbanisme ? Je me suis animé. Cela va bien avec l'architecture paysagiste. C'est ce que je lui dis toujours. Margaret a ri. Elle est brillante. Têtue mais brillante. Tu me rappelles un peu elle. Cette intensité dans tes yeux. Le dîner a pris fin. Les serveurs ont apporté la tarte à la citrouille. J'ai insisté pour payer ma part. J'ai sorti mon portefeuille. Range ça, a ordonné Arthur. Non, vraiment. J'ai insisté. Elia, a dit Arthur, se penchant. Tu n'as pas insisté. Tu as enrichi. C'est Thanksgiving. L'argent ne vaut rien ici. Ta compagnie est le paiement. J'ai senti une boule dans ma gorge. Je n'étais pas habitué à cela. J'étais habitué à ce que tout soit une transaction. Avec les Thatcher, l'amour était transactionnel. Fais ça pour nous et nous te tolérons. Sois silencieux et nous ne te gronderons pas. Alors que nous mettions nos manteaux pour partir, la réalité de la froide nuit de Boston attendait dehors. Je devais retourner à mon appartement vide. La bulle magique était sur le point d'éclater. Margaret m'a tendu une carte. C'était une carte épaisse de couleur crème. La résidence Sterling, Chestnut Hill. Nous faisons un dîner du dimanche chaque semaine, a-t-elle dit. 17h pile. Si vous êtes en retard, vous faites la vaisselle. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, a dit Ben, en me tapant dans le dos. Crois-moi, le rôti de bœuf de Margaret vaut le détour. J'ai regardé la carte. Puis j'ai regardé Margaret. Pourquoi, ai-je demandé. Vous ne me connaissez même pas. Je connais assez, a-t-elle dit. Je sais que tu as été assez courageux pour venir dîner seul plutôt que de rester dans la misère. Je sais que tu as des manières et je sais reconnaître une bonne personne quand j'en vois une. Ne laisse pas ton passé définir ton avenir, Elia. Tu peux choisir ta famille. Tu peux choisir ta famille.
Je suis sorti du Harborview Grill cette nuit-là dans le vent mordant de novembre, mais je n'ai pas eu froid. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était un message de Lucas. Frérot, j'ai entendu dire que maman t'avait dit de rester tranquille. Probablement pour le mieux. J'ai beaucoup de pression en ce moment avec les rumeurs d'audit de la SEC. Il faut garder la maison calme. On se verra peut-être à Noël. Rumeur d'audit de la SEC. C'était donc ça le stress. Il était probablement en train de truquer les comptes ou de faire des raccourcis, tout comme il prenait des raccourcis dans la vie. Et mes parents le protégeaient, le protégeant de mes questions critiques. J'ai regardé le message. Puis j'ai regardé la carte de visite dans mon autre main. Je n'ai pas répondu à Lucas. Je n'ai pas appelé maman pour implorer le pardon. Je suis monté dans mon camion, j'ai démarré le moteur, et je suis rentré chez moi pour la première fois depuis des années. Je n'ai pas ressenti le poids écrasant du rejet. J'ai ressenti la légèreté de la libération. Il m'avait désinvité. Très bien. Il n'avait pas réalisé qu'en fermant la porte, il m'avait forcé à en trouver une nouvelle, une meilleure. J'ai placé la carte de Margaret sur mon tableau de bord. Dimanche à 17h. J'y serai. 2 ans. C'est le temps qu'il faut pour changer complètement une vie si l'on est prêt à faire le travail. J'ai commencé à aller chez les Sterling tous les dimanches. Au début, je me sentais comme un imposteur. Je garais mon Ford F-150 boueux à côté de la berline impeccable d'Arthur et me sentais comme le jardinier, mais ils ne m'ont jamais traité ainsi. Arthur m'a appris à jouer aux échecs dans son bureau. Margaret m'a appris à faire sa marinade secrète. Ben et moi sommes devenus des amis de Jim. J'ai arrêté d'attendre l'appel des Thatcher. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils l'ont à peine remarqué. Je recevais un SMS occasionnel de maman, tu es vivant, ou Lucas a un nouveau bateau. Je répondais par un seul mot, oui ou bien. J'affamais la bête. J'ai arrêté de leur donner la réaction émotionnelle dont ils se nourrissaient. Puis Sarah est rentrée à la maison. C'était un dimanche pluvieux de mars. Je suis entré dans la cuisine des Sterling par la porte de derrière, secouant mon parapluie, portant une bouteille de vin. J'ai tourné le coin et je suis entré en collision, littéralement en collision avec une femme. Du vin rouge s'est répandu partout, sur ma chemise, sur sa blouse blanche. Oh mon Dieu, ai-je crié. Je suis tellement désolé. Elle a baissé les yeux sur sa chemise, qui ressemblait maintenant à une scène de crime, puis sur moi. Elle avait des yeux verts féroces et des cheveux mouillés qui bouclaient aux extrémités. Eh bien, a-t-elle dit, essuyant une goutte de vin de son menton. Je suppose que je ne porterai pas de blanc au dîner. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas paniqué. Elle a ri d'un rire grave et rauque qui m'a fait trembler les genoux. Je m'appelle Elia, ai-je dit, tendant inutilement une serviette. Le chien errant que tes parents ont recueilli. Je m'appelle Sarah, a-t-elle souri. La fille qui a enfin échappé à Londres, ne serait-ce que pour se faire arroser de vin à Boston. C'en était fait. J'étais perdu. Sarah et moi étions inséparables en un mois. Elle était urbaniste et j'étais architecte paysagiste. Nous parlions le même langage. Nous passions nos rendez-vous à nous promener dans la ville, à montrer des bâtiments laids et à discuter de la façon de les réparer. Nous parlions de lois de zonage comme préliminaires. C'était un télo et c'était parfait. Environ 6 mois après le début de notre relation, j'ai eu une promotion, en quelque sorte. Mon cabinet a décroché un contrat énorme pour redessiner le parc central de la ville. C'était un projet de plusieurs millions de dollars. Mon salaire allait tripler. J'entrais enfin dans la cour des grands. Je voulais le dire à quelqu'un. Instinctivement, j'ai décroché le téléphone pour appeler mon père. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Allô, a répondu Robert. Il avait l'air distrait. La télévision hurlait en arrière-plan. Papa, c'est Elia. J'ai une grande nouvelle. Je viens de décrocher le contrat de Central Park. C'est le plus grand projet de la ville. C'est bien, Elia, a-t-il dit, clairement sans écouter. Écoute. As-tu parlé à Lucas? Il demande si tu peux lui prêter 5000. Juste un truc à court terme. Ses actifs sont temporairement gelés à cause d'un malentendu avec la banque. Mon cœur s'est serré. Pas de félicitations. Pas de «
je suis fier de toi. Juste donne de l'argent à ton frère. Non, papa, ai-je dit, ma voix durcissant. Je ne prêterai plus d'argent à Lucas. Il gagne 3 fois ce que je gagnais. Où va cet argent? Tu n'as pas à être si égoïste, a grommelé mon père. La famille est de la famille. Il traverse un divorce. Pour l'amour de Dieu, sa femme le ruine avec cette bataille pour la garde. Lucas divorce, ai-je demandé. Je ne savais même pas qu'il était séparé. Oui, et il a besoin d'un bon avocat. C'est pourquoi il a besoin de l'argent. Allez, Elia. Sois le plus grand. Je suis le plus grand, ai-je dit, je suis l'homme qui paie ses propres factures. Dis à Lucas de vendre son bateau. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était de la clarté. Je me suis tourné vers Sarah, qui était assise sur le canapé en train de lire des plans. Elle a vu mon visage et a immédiatement posé les papiers. Les Thatcher, a-t-elle demandé. Les Thatcher, ai-je confirmé. Ils veulent de l'argent pour l'avocat de Lucas. Ils n'ont même pas entendu un mot de mon contrat. Sarah s'est approchée et m'a serré dans ses bras. Tu sais qu'Arthur est fier de toi, n'est-ce pas? Il a dit aux voisins hier que son gendre remodèle l'horizon de la ville. Il t'a appelé son gendre, Elia. Et nous ne sommes même pas encore fiancés. Je l'ai regardé. Réparons ça. Réparer quoi? La partie non fiancée. Je l'ai demandé en mariage 2 mois plus tard. Où d'autres? Au Harborview Grill. Table 4. La même table où Margaret m'avait trouvé en train de pleurer sur un dîner de dinde. J'avais loué toute la section arrière. Arthur et Margaret étaient là. Ben était là. Je me suis agenouillé. Sarah, ai-je dit, tenant une bague que j'avais conçue moi-même. Simple, élégante, intemporelle. Toi et ta famille avez sauvé ma vie. Vous m'avez appris que l'amour ne concerne pas ce que vous pouvez fournir ou combien de stress vous pouvez épargner à quelqu'un. Il s'agit d'être présent. Voudras-tu être présente pour moi? Pour le reste de nos vies? Elle a dit oui. Le restaurant a éclaté d'applaudissements. Arthur a fait sauter une bouteille de champagne qui coûtait plus cher que ma première voiture. Mais plus tard cette nuit-là, alors que l'adrénaline s'estompait, la peur s'est insinuée. Nous étions assis sur le balcon de la maison Sterling à regarder les étoiles. Nous devons organiser le mariage, a dit Sarah, posant sa tête sur mon épaule. Oui, ai-je dit, l'estomac serré. Qui a-t-il, a-t-elle demandé. Elle me connaissait trop bien. Les invitations, ai-je chuchoté. Le programme du mariage, le plan de table. Sarah, je ne peux pas les inviter. Je ne peux pas inviter mes parents. S'ils viennent, ils parleront de Lucas ou critiqueront le lieu ou s'assieront simplement l'air déçu que ce ne soit pas moi qui divorce. Sarah s'est redressée. Elle m'a regardé dans les yeux. Alors ne les invite pas. Ce n'est pas si simple, ai-je dit. Ce sont mes parents, quoi que cela signifie. Et sur l'invitation, il est écrit parents du marié. Si je laisse vide, tout le monde posera des questions. Cela aura l'air que j'ai honte ou qu'ils sont morts. Tu ne devrais pas avoir honte, a dit Sarah férocement. Il devrait l'être. Juste à ce moment-là, la porte vitrée s'est ouverte. Arthur est sorti. Il portait sa veste de smoking et tenait un cigare. Il avait clairement écouté. Elia, a dit Arthur. Sa voix était sérieuse. Puis-je vous parler? Je me suis levé. Bien sûr, Arthur. Il s'est dirigé vers la balustrade et a regardé le jardin que je l'avais aidé à concevoir. J'ai passé 40 ans au tribunal de la famille, a dit Arthur. J'ai traité des questions de garde, d'héritage, de divorce. J'ai vu les aspects les plus laids de la nature humaine. Le sang vous lie par la parenté, Elia. La loyauté vous lie par la famille. Il s'est tourné vers moi. Il avait l'air nerveux, ce qui était rare pour lui. Margaret et moi avons parlé. Nous savons que tu as des difficultés avec les détails du mariage. Nous savons que tu te sens comme un orphelin. Il a fouillé sa poche et a sorti un document plié. Dans cet état, a continué Arthur, sa voix tremblant légèrement. Il existe une disposition légale appelée adoption d'adultes.
Elle est rarement utilisée, principalement à des fins d'héritage ou de situation de sortie de l'aide sociale. Mais elle existe. Elle rompt les liens légaux avec les parents biologiques et crée un nouveau lien légal permanent avec les parents adoptifs. J'ai eu le souffle coupé. J'ai regardé le papier. C'était un projet de pétition. Nous ne voulons pas remplacer ton histoire, a dit Arthur. Mais nous serions honorés, vraiment honorés, si tu nous laissais être tes parents officiellement, sur l'invitation, sur l'acte de naissance. Dans la vie, nous voulons que tu sois un Sterling. Je l'ai fixé. Des larmes me sont montées aux yeux. Cet homme, ce juge distingué, demandait à adopter un homme de 30 ans. Il ne demandait pas d'argent. Il ne demandait pas la paix. Il demandait moi. Vous voulez m'adopter, ai-je étouffé. Nous t'avons adopté dans nos cœurs la nuit où tu as mangé ma dinde. Arthur a souri. Nous voulons juste le rendre légal. Alors, qu'en dis-tu, mon fils? J'ai regardé Sarah. Elle rayonnait, des larmes coulant sur son visage. Oui, ai-je dit. Oui, 1000 fois. Oui. Arthur m'a serré dans ses bras, me craquant les côtes. Bienvenue à la maison, Elia Sterling. Je ne le savais pas alors, mais la signature de ces papiers allait déclencher une réaction en chaîne qui ferait exploser toute ma famille biologique. La tempête arrivait, et j'étais enfin prêt pour elle. L'audience d'adoption fut privée, digne et profonde. Ce ne fut pas dans une salle d'audience stérile, mais dans le cabinet de l'un des anciens collègues d'Arthur, le juge Henderson. Il n'y eut pas de drame, juste quelques signatures, un coup de stylo, et Elia Thatcher cessa d'exister. Elia Sterling naquit. Quand le marteau du juge frappa le bureau, tape, je sentis un poids physique se lever de mes épaules. C'était une sensation étrange. J'avais un nouvel acte de naissance en cours de traitement. J'étais désormais légalement l'héritier de la succession Sterling. Non pas que l'argent m'intéressât. Ce qui importait, c'était l'héritage d'un nom qui signifiait quelque chose. Honneur, respect, amour. Nous célébrâmes avec un déjeuner tranquille. Mais alors que nous trinquions, une pensée lancinante me tiraillait. Les Thatcher ne savaient pas. Dois-je leur dire, ai-je demandé à Arthur. Tu ne leur dois aucune notification, a dit Arthur, sirotant son thé glacé. C'est un registre public techniquement, mais à moins qu'ils ne le cherchent, ils ne le sauront pas. Tu es un homme libre. Je ne veux juste pas qu'ils viennent au mariage en pensant qu'ils ont encore des droits. Nous nous occuperons de la sécurité du mariage. Ben a promis. J'ai engagé des policiers hors service. Si Lucas se présente pour essayer d'emprunter de l'argent aux invités, il se fera taser. Nous avons ri. Mais j'aurais dû mieux savoir. Les secrets dans les familles comme les Thatcher ne restent pas secrets. Ils s'enveniment. La fuite est venue de la source la plus improbable, tante Patricia. Patricia était la sœur de mon père. Elle était la seule personne respectable de la lignée Thatcher. Elle m'avait envoyé des cartes d'anniversaire quand mes parents oubliaient. Elle avait essayé de me défendre quand j'étais enfant, seulement pour être rabrouée par Linda. Je lui avais envoyé une invitation, juste à elle. Je la voulais là. Une semaine après l'envoi des invitations. Un beau papier cartonné épais qui disait, avec leurs parents, Arthur et Margaret Sterling, mon téléphone a explosé. C'était un mardi soir. J'étais dans mon appartement. Je gardais toujours ma place en ville pour les nuits de travail tardives. Emballant les dernières boîtes pour déménager dans la maison que Sarah et moi avions achetée. On a frappé à la porte. Pas un coup, un martèlement. J'ai regardé par le Judas. Mon sang s'est glacé. C'était Linda. Ma mère. Elle avait l'air dérangée. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent. Son manteau était mal boutonné. Elle tenait un morceau de papier froissé. Mon invitation de mariage. J'ai hésité à ne pas ouvrir, mais je savais qu'elle crierait jusqu'à ce que les voisins appellent la police. J'ai pris une profonde inspiration, déverrouillé le pêne dormant, et ouvert la porte. « Que faites-vous ici » ai-je demandé calmement. Je n'ai pas reculé. J'ai bloqué l'entrée. « Espèce de petit bâtard ingrat » a-t-elle hurlé. Elle a essayé de me dépasser, mais je suis resté immobile comme un mur de pierre. Qui sont ces gens? Qui sont Arthur et Margaret Sterling?
Ce sont mes parents, ai-je dit. Je suis ta mère, a-t-elle crié, son visage devenant rouge et tacheté. Je t'ai mis au monde. Je t'ai élevé. Comment oses-tu envoyer une invitation à Patricia et pas à nous? Et pourquoi est-il écrit leur nom? Parce qu'ils paient le mariage. J'ai partiellement menti. Je payais la moitié. Il payait l'autre moitié. Et parce qu'il me traite comme un fils. C'est une question d'argent? Linda a ricané. Ses yeux ont parcouru mon appartement, observant les cartons d'emballage haut de gamme, les meubles chers que j'avais acquis. Tu t'es trouvé un sugar daddy? C'est ça? Tu t'es vendu à un vieux couple riche. Sortez, ai-je dit, ma voix basse et dangereuse. Lucas m'a dit que tu allais bien, a-t-elle craché. Nous avons vu ton nom dans le journal à propos du projet du parc. Nous allions t'appeler, tu sais. Nous allions te pardonner pour Thanksgiving. Me pardonner? J'ai ri. C'était un son amer, aigu. Tu m'as interdit de rentrer à la maison, maman. Tu as choisi le stress de Lucas plutôt que moi. C'était il y a des années. Passe à autre chose. Elle a agité la main de manière désinvolte. Ton frère a des problèmes, Elia. De vrais problèmes. La SEC enquête sur son cabinet. Il pourrait perdre sa maison. Il a besoin de sa famille. Et te voilà à jouer à la maison avec des étrangers. Je ne joue pas, ai-je dit. Et les problèmes de Lucas sont les siens, tout comme ma réussite et la mienne. Elle a de nouveau brandi l'invitation, la secouant devant mon visage. Je veux une invitation. Ton père a le cœur brisé. Il pleure dans la voiture en ce moment. Alors dis-lui de rentrer chez lui, ai-je dit. Vous n'êtes pas invité, Linda. Ni Robert. Ni Lucas. Son visage est devenu mortellement immobile. Si tu ne nous invites pas, si tu nous embarrasses comme ça, je ferai en sorte que tout le monde sache quel fils terrible tu es. J'écrirai à tes clients. Je te ruinerai. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Je n'ai pas vu une mère. J'ai vu une brute désespérée et triste. Vous ne pouvez pas me ruiner, ai-je dit doucement. Parce que je ne suis plus Elia Thatcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que vous n'avez aucun pouvoir ici. Maintenant, quittez ma propriété avant que j'appelle la police. Et croyez-moi, j'ai maintenant un très bon avocat dans la famille. Je lui ai claqué la porte au nez. Je me suis appuyé contre le bois, écoutant. Je l'ai entendu crier un gros mot, donner un coup de pied à la porte une fois, puis le son de ses talons qui s'éloignaient dans le couloir. Je me suis effondré au sol. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline. Je l'avais fait. J'avais tenu tête au monstre sous mon lit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la sécurité du lieu de mariage. Doublez la garde, leur ai-je dit. Et j'ai besoin de vous donner 3 noms et photos à mettre sur la liste des personnes interdites d'accès. Je pensais que c'en était la fin. Je pensais qu'une porte verrouillée et une liste de sécurité suffiraient. Mais j'avais sous-estimé l'audace des Thatcher. Ils ne voulaient pas seulement assister au mariage. Ils voulaient récupérer leur propriété et ils allaient attendre le moment le plus public possible pour le faire. Le jour du mariage fut parfait. Un après-midi de juin clair et vif dans la Napa Valley. Nous avions fait venir tout le monde dans un domaine viticole. C'était élégant, ça sentait le jasmin et le chêne vieilli. Je me tenais à l'hôtel dans mon smoking, regardant Sarah descendre l'allée. Elle ressemblait à un ange. Arthur l'a conduite, rayonnant de fierté. Quand il m'a atteint, il ne l'a pas juste remise. Il m'a serré dans ses bras. Prends soin d'elle, mon fils, a-t-il chuchoté. Avec ma vie, ai-je promis. La cérémonie fut magnifique. Nous avons échangé des vœux que nous avions écrits nous-mêmes. J'ai promis de construire une maison où personne ne se sentirait jamais comme un plan de secours. Sarah a promis d'être toujours mon refuge. Puis vint la réception. Elle se tenait dans un immense pavillon aux murs de verre surplombant les vignes. Des chandeliers étincelaient au-dessus. Des serveurs se déplaçaient silencieusement avec des plateaux de champagne. Nous étions assis à la table d'honneur, Sarah et moi au centre, Arthur et Margaret à ma droite. La salle était remplie de 200 invités, collègues, amis, la famille élargie de Sarah. C'était une salle pleine d'amour.
Je venais de prendre une gorgée d'eau quand j'ai vu l'agitation à l'entrée arrière. 2 gardes de sécurité bloquaient la porte, mais ils étaient bousculés. C'était eux. Lucas était en tête, portant un costume trop brillant, l'air maniaque. Linda était derrière lui dans une robe blanche. Oui, elle portait du blanc à mon mariage. Robert traînait derrière, regardant le sol. Laissez-les entrer, ai-je dit dans le petit microphone accroché à mon revers. Nous avions des radios pour l'organisateur. Sarah m'a attrapé la main sous la table. Elia, non. Laissez-les entrer, ai-je répété au chef de la sécurité qui me cherchait un signal. Si nous les jetons dehors maintenant, ils feront une scène dehors et crieront. Laissez-les entrer. Laissez-les voir. J'ai fait signe à l'organisateur. Mettez-les à la table 19. La table 19 était la table de débordement. Elle était au fond du coin, à côté des portes battantes de la cuisine, exactement là où j'étais assis au Harborview Grill 5 ans auparavant. Justice poétique. Les Thatcher sont entrés comme s'ils possédaient l'endroit. Linda a scanné la pièce, ses yeux affamés. Elle a vu l'opulence, les fleurs chères, les invités bien habillés. Elle a vu la richesse à laquelle elle se sentait en droit. Ils se sont assis à la table 19. J'ai vu Lucas se disputer avec un serveur, exigeant probablement un meilleur vin. Je ne les ai pas regardés. Je me suis concentré sur ma femme. « Tu vas bien ?» a demandé Sarah. « Je suis parfait », ai-je dit. « Regarde ça. » Le maître de cérémonie, un ami proche à moi nommé Dave, s'est avancé vers le microphone au centre de la piste de danse. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ?» La pièce est devenue silencieuse. Les verres ont tinté alors que les gens trinquaient. Avant de couper le gâteau, a dit Dave, sa voix résonnante, le marié aimerait dire quelques mots sur la famille. Je me suis levé. J'ai pris le micro sans fil. Je me suis dirigé vers le centre de la piste. Je sentais les yeux de Linda me transpercer du fond de la pièce. Elle était assise plus droite, s'attendant à ce que je les reconnaisse, s'attendant à l'excuse suppliante, s'attendant au bienvenu à mes parents, la famille. J'ai commencé, ma voix stable. Pendant longtemps. Je ne savais pas ce que ce mot signifiait. Je pensais que cela signifiait obligation. Je pensais que cela signifiait être un sac de frappe pour le stress de quelqu'un d'autre. Je pensais que cela signifiait être invisible jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin d'emprunter de l'argent. J'ai vu Lucas se raidir, mais j'ai continué en regardant la table 1. Il y a 5 ans, à Thanksgiving, alors que je mangeais seul, des étrangers m'ont invité à leur table. Ils ne voulaient rien de moi. Ils voulaient juste que je ne sois pas seul. Je me suis tourné vers Arthur et Margaret. Ils m'ont appris que la famille est un verbe. C'est ce que l'on fait. C'est être présent. J'ai pris une profonde inspiration. C'était ça, le moment de la récompense. Alors aujourd'hui, je veux faire une présentation spéciale. Il y a des gens ici qui pensent qu'ils sont mes parents à cause de la biologie. J'ai jeté un bref coup d'œil au coin arrière. La pièce a suivi mon regard. Linda avait l'air confuse. Mais la biologie n'est que de la chimie. L'amour est un choix. J'ai fait signe au maître de cérémonie. Dave a pris le relais. Mesdames et messieurs, veuillez lever vos verres pour les parents légaux du marié. Les personnes qui l'ont officiellement adopté cette année, Monsieur et Madame Arthur Sterling. La salle a explosé. Ce n'était pas seulement des applaudissements polis. C'était un rugissement. Tout le monde connaissait l'histoire. Tout le monde connaissait Arthur. Ils ont applaudi. Arthur s'est levé et a salué, des larmes coulant sur son visage. Margaret m'a envoyé un baiser. Et puis je l'ai entendu, un cri aigu du fond de la pièce. Non. Linda était debout. Elle a poussé un serveur de côté, renversant un plateau de boisson. Crac. C'est un mensonge, a-t-elle hurlé, marchant vers la piste de danse. La pièce est devenue silencieuse. Le groupe a arrêté de jouer. Lucas la suivait, l'air d'un rat acculé. Robert est resté assis, la tête dans les mains. Linda a atteint le bord de la piste de danse. Elle a pointé un doigt tremblant vers Arthur. « Vous avez volé mon fils » a-t-elle crié. « Vous, riche et arrogant voleur.
Vous ne pouvez pas simplement adopter un homme adulte. C'est un enlèvement. C'est une fraude. Arthur est descendu de la table d'honneur. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air d'un juge prononçant une sentence. Madame Thatcher, a dit Arthur, sa voix calme, mais projetant jusqu'au chevron. Ce n'est ni une fraude ni un enlèvement. C'est la loi. Elia a fait une pétition au tribunal. Nous avons accepté. Il est un sterling maintenant. Légalement et émotionnellement. C'est un Thatcher, a crié Lucas, s'approchant de sa mère. Il nous doit. Nous l'avons élevé. Tu penses que tu peux juste partir, Elia? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je me suis avancé. Je me suis tenu face à face avec mon frère. Que as-tu fait pour moi, Lucas, ai-je demandé doucement. Le microphone captait chaque souffle. Es-tu venu à ma remise de diplôme? Non. M'as-tu appelé quand j'ai démarré mon entreprise? Non. Tu n'as appelé que lorsque tu avais besoin d'argent pour ton avocat de divorce ou pour couvrir tes dettes de jeu. Je suis ton frère. Lucas a craché. Non, ai-je dit, tu es une coïncidence génétique. Un frère te protège. Tu m'as juste utilisé comme bouclier pour tes propres échecs. Et toi, me suis-je tourné vers Linda. Tu as porté du blanc à mon mariage. Tu es venu ici sans invitation pour faire une scène parce que tu ne supportais pas que je sois heureux sans toi. Tu n'es pas venu pour me célébrer. Tu es venu pour revendiquer la propriété. Eh bien, je ne suis pas une propriété, Linda. Je suis un homme et je l'ai choisi. J'ai désigné les sterling. Je choisis les gens qui m'ont choisi. Linda a regardé autour de la pièce. Elle a vu des centaines de visages la fixant avec dégoût. Elle a vu les gardes de sécurité se rapprocher. Robert, a-t-elle hurlé, regardant la table 19. Fais quelque chose. Dis-lui. Mon père s'est levé lentement. Il a marché vers nous. Il avait l'air vieux. Tellement plus vieux que dans mes souvenirs. Il s'est arrêté devant moi. La pièce a retenu son souffle. Papa, ai-je dit, non. Il a regardé Linda. Puis il a regardé Lucas. Puis il m'a regardé. La voix de Robert s'est brisée. Je pense que nous devrions partir, Linda. Quoi? Linda a haleté. Nous ne sommes pas les bienvenus ici, a chuchoté Robert. Et nous ne méritons pas d'être ici. Parle pour toi. Lucas a hurlé. Je ne pars pas avant d'avoir ma part. Il est riche maintenant. Il doit à la famille. Ce fut le coup de grâce. Tout le monde l'a entendu. Il s'agissait toujours de l'argent. Arthur a fait signe à la sécurité. Sortez-les maintenant. De grands hommes sont intervenus. Ils ont attrapé Lucas par les bras alors qu'il se débattait. Ils ont escorté une Linda en pleurs et hurlante vers la sortie. Ce n'est pas fini, a-t-elle crié alors qu'on la traînait dehors. Vous le regretterez. Robert a marché derrière eux. Il s'est arrêté à la porte, m'a regardé une dernière fois, puis a disparu dans la nuit. Le silence dans la pièce était lourd. Puis Sarah s'est approchée de moi. Elle a pris le microphone. Eh bien, a-t-elle dit, sa voix légèrement tremblante mais souriante. Maintenant que les ordures ont été sorties. Qui veut du gâteau? Des rires ont parcouru la pièce, nerveux au début, puis sincères. Le groupe a commencé à jouer, Signed, Sild, Délivé. La fête a repris, mais je suis resté là un instant, regardant la porte vide. Mon cœur battait la chamade, mais il ne souffrait pas. L'infection était partie. La blessure avait été cautérisée. Je me suis tourné vers ma femme, mes parents et mes amis. Dansons, ai-je dit. L'adrénaline de la confrontation m'a porté pendant le reste de la réception. Nous avons dansé, nous avons bu, nous avons ri. Mais alors que la nuit se terminait et que les invités commençaient à se diriger vers les navettes, la réalité s'est imposée. Il était 1h du matin. Sarah était à l'étage dans la suite nuptiale, se changeant de sa robe. Je suis sorti sur le parking pour prendre l'air. Le vignoble était silencieux maintenant, les grillons chantaient dans l'air frais de Californie. J'ai vu une silhouette solitaire assise sur un banc près du stand de voiturier. C'était Robert.
Mon premier instinct a été de faire demi-tour et de rentrer à l'intérieur. Je ne voulais pas l'entendre. Je ne voulais pas d'excuses, mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce l'affaissement de ses épaules. Peut-être était-ce le fait qu'il était seul. Linda et Lucas n'étaient nulle part. Je me suis approché, le gravier crissant sous mes chaussures de ville. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Il tenait une cigarette éteinte, la faisant rouler entre ses doigts. « Ils sont partis », a-t-il dit. Sa voix était rauque. Linda et Lucas, ils ont pris la voiture de location. Ils se hurlaient dessus, se blâmant mutuellement. Je leur ai dit de partir. « Pourquoi es-tu toujours ici, Robert ?» ai-je demandé. Je ne l'ai pas appelé papa. Je ne pouvais pas. Je voulais m'excuser, a-t-il dit. Il ne s'est pas levé. Il a juste fixé la cigarette. Je sais que c'est trop tard. Je sais que c'est trop tard, ai-je dit. Environ 20 ans trop tard. J'étais un lâche, a-t-il admis. Avec ta mère. Elle a cette façon. Elle te fait sentir que si tu n'es pas d'accord avec elle, le monde va s'effondrer. Et Lucas, il a toujours été si exigeant. Nous avons dépensé toute notre énergie à le soutenir parce que nous savions qu'il était faible. Nous t'avons laissé tomber parce que nous savions que tu étais fort. J'ai laissé échapper un court rire incrédule. C'est ton excuse? Tu m'as négligé parce que j'étais fort? Ce n'est pas une excuse, a-t-il dit, des larmes coulant enfin. C'est une confession. Nous t'avons puni d'être capable. Nous t'avons pris pour lui donner parce que nous savions que tu survivrais, mais nous n'avons jamais pris le temps de demander si tu étais heureux. Il m'a regardé alors, un regard brut et brisé. Quand j'ai vu cet homme, Arthur, prendre ta défense. Quand je l'ai vu te regarder avec cette fierté, j'ai réalisé que je ne t'avais jamais regardé de cette façon. Et ça m'a tué, Elia. Ça m'a tué. Je me tenais là, regardant l'homme qui m'avait donné la moitié de son ADN et aucune de son temps. Une partie de moi voulait le serrer dans mes bras. Une partie de moi voulait crier. J'apprécie ce que vous dites, ai-je dit finalement. Mais des excuses ne réparent pas les fondations, Robert. Vous les avez regardées me déchirer pendant des années. Vous avez regardé Linda me bannir de Thanksgiving. Vous avez regardé Lucas voler mon enfance. Et vous êtes resté derrière votre journal. Je sais, a-t-il sangloté. Je sais. Je suis content que vous sachiez, ai-je dit. Mais je suis un sterling maintenant et j'ai une femme à retrouver. Vous devriez appeler un Uber. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, quitter un vieil homme en pleurs, mais c'était nécessaire. Je posais une limite. Je brisais le cycle. Les quelques semaines suivantes furent un tourbillon de bonheur, de lune de miel et de paperasse légale. Nous sommes allés à Bora Bora. Nous avons éteint nos téléphones. Pendant 10 jours, les Thatcher n'ont pas existé. À notre retour, la réalité nous attendait. Mais cette fois, la dynamique avait changé. L'équilibre des pouvoirs s'était complètement inversé. Lucas a essayé de me contacter, pas moi, mais Arthur. J'étais un après-midi au bureau d'Arthur. Il m'aidait à examiner des contrats pour mon entreprise quand sa secrétaire a appelé. « Monsieur Sterling », a-t-elle dit. « Il y a un monsieur Lucas Thatcher à la ligne 1. Il dit que c'est urgent concernant une opportunité d'investissement. » Arthur m'a regardé. Il a levé un sourcil. « Mets-le sur haut-parleur », a dit Arthur. « Monsieur Sterling. » La voix de Lucas est venue, lisse et désespérée. « Tellement content de vous joindre. Tout d'abord, mes excuses pour le petit malentendu au mariage. Passion familiale, vous savez. Les émotions sont vives. »« Que voulez-vous, monsieur Thatcher ?» a demandé Arthur, sa voix froide comme la glace. « Eh bien, monsieur, je sais que vous êtes un homme d'affaires. J'ai une opportunité fantastique dans une start-up technologique. Retour sur investissement garanti de 20%. J'ai pensé que puisque nous sommes pratiquement de la famille maintenant. Je n'y croyais pas. L'illusion, l'audace, Arthur a ri. Ce n'était pas un rire agréable. Monsieur Thatcher, a dit Arthur, laissez-moi être clair. Nous ne sommes pas de la famille. Nous ne sommes pratiquement rien.
Vous avez maltraité mon fils pendant 3 décennies. Si jamais vous me contactez, ma femme ou Elia à nouveau, je déposerai une ordonnance restrictive si rapidement que votre tête tournera. Et j'ai encore beaucoup d'amis sur le banc qui aimeraient entendre parler de vos problèmes d'audit de la SEC. Silence à l'autre bout. N'appelez plus jamais ici. Arthur a raccroché. Il m'a regardé et m'a fait un clin d'œil. Ça fait du bien. Vous n'avez aucune idée, ai-je dit. Mais le vrai divorce d'avec la famille s'est produit en silence. J'ai changé de numéro. J'ai bloqué leurs emails. J'ai retiré de mes amis les singes volants, les cousins et tantes, à l'exception de Patricia, qui ont essayé de me faire culpabiliser. J'ai construit un mur non pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour maintenir la paix. Un soir, environ un mois après le mariage, j'étais assis dans mon nouveau salon avec Sarah. Nous regardions les photos de mariage. Il y avait une photo que le photographe avait parfaitement capturée. C'était pendant le toast. Je levai mon verre en regardant Arthur et Margaret. Ils me regardaient avec un amour pur et sans mélange. En arrière-plan, flou, on pouvait voir les dos flous des Thatcher emmenés par la sécurité. C'était un chef-d'œuvre. Tu sais, a dit Sarah, traçant mon visage sur la photo. Tu as l'air différent ici. Différent comment? Plus léger, a-t-elle dit. Comme si tu ne portais plus un sac à dos rempli de pierres. Je l'ai posé. Je l'ai finalement posé, ai-je dit, en l'embrassant la main. 1 an plus tard, il existe un type de silence spécifique que je n'ai jamais connu avant cette année. Ayant grandi dans la maison Thatcher, le silence était une arme. C'était l'air lourd et suffocant avant une tempête, l'attention de ma mère me donnant le traitement silencieux, ou mon père se cachant derrière son journal pour éviter la confrontation. Le silence signifiait le danger. Mais maintenant, debout dans ma propre cuisine un mardi matin, écoutant la cafetière siffler et gargouiller, j'ai réalisé que le silence pouvait être la paix. Cela pouvait être le son d'une vie qui n'attend pas que l'autre chaussure tombe. Ma vie s'était transformée d'une manière qui semblait presque onirique, mais qui était ancrée dans la réalité solide du travail acharné. Le projet Central Park était terminé. C'était un chef-d'œuvre de rénovation urbaine. Des espaces verts reconquérant le béton, des sentiers de promenade traversant ce qui était autrefois un quartier industriel en déclin. J'avais assisté à la cérémonie d'inauguration aux côtés du maire. Et quand j'ai regardé la foule, je n'ai pas cherché Linda ou Robert. J'ai cherché Sarah, qui se tenait au premier rang, la main posée sur son ventre, me souriant. Nous avions acheté une maison en banlieue, une coloniale des années 1920 qui avait besoin de beaucoup d'amour. C'était parfait. Je passais mes week-ends à poncer les planchers et à replanter le jardin, transformant le sol négligé en quelque chose de vibrant. Mais comme l'énonce la 3e loi de Newton, à chaque action correspond une réaction égale et opposée. Tandis que ma vie s'élevait, la vie que j'avais laissée derrière moi était en chute libre. La nouvelle concernant Lucas n'est pas venue d'un SMS familial. Elle est venue du Wall Street Journal. J'étais assis dans le bureau d'Arthur un soir, jouant notre partie d'échecs hebdomadaire quand Arthur a fait glisser le journal sur le bureau en acajou. Il n'a pas dit un mot. Il a juste tapoté le titre de la page précédente. Le directeur financier de Vertex Holdings inculpé dans une vaste affaire de détournement de fonds. Je l'ai ramassé. Mes mains n'ont pas tremblé. J'ai ressenti une étrange curiosité détachée. L'article détaillait comment Lucas Thatcher, le directeur financier, avait truqué les comptes pendant 3 ans pour couvrir des dettes de jeu personnelles et un mode de vie somptueux qui dépassait de loin son salaire. L'enquête de la SEC, le stress que ma mère avait utilisé comme excuse pour me bannir de Thanksgiving, avait abouti. Lucas risquait 5 à 10 ans de prison fédérale. Il a perdu la maison, a dit Arthur doucement, déplaçant sa pièce. La banque l'a saisi hier et sa femme, la deuxième, a demandé le divorce ce matin. Elle demande la garde exclusive. J'ai fixé la photo de mon frère dans le journal. Il avait l'air hagard. L'arrogance avait disparu, remplacée par le regard terrifié d'un homme qui réalisait que les règles s'appliquaient enfin à lui. Et mes parents, ai-je demandé. Ils ont utilisé leur fonds de retraite pour payer sa caution, a dit Arthur. Ils vont probablement perdre leur maison aussi. Ils ont misé sur le mauvais cheval, Elia. J'ai reposé le journal. Il y a 1 an, cette nouvelle m'aurait brisé. J'aurais ressenti de la culpabilité. Ressenti le besoin de me précipiter pour les sauver.
J'aurais été le bouc émissaire docile, offrant ma propre stabilité pour réparer leur mythe. Mais pas aujourd'hui. Échec, ai-je dit, déplaçant ma tour. Arthur a souri, un sourire sincère et fier. Échec et mat en 3 coups. Tu deviens dangereux, mon fils. Ce soir-là, en rentrant chez moi, il y avait une lettre dans la boîte aux lettres. Pas d'adresse d'expéditeur, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. Elle était irrégulière, frénétique. Linda. Je me tenais près de la poubelle dans le garage. Mon pouce planait au-dessus du seau. Sarah est sortie, tenant une tasse de thé. Elle a vu l'enveloppe et a su. Tu n'as pas à la lire, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Mais j'ai besoin de savoir s'ils ont changé, ne serait-ce qu'une fois. Je l'ai ouverte. Elia, j'espère que tu es heureux. Ton frère est persécuté par le gouvernement. Un homme innocent détruit par des gens jaloux. Et toi, où es-tu? Vivant dans ton manoir avec ces gens qui t'ont volé. Nous perdons tout. Ton père est de retour au travail à 68 ans parce que nous avons tout donné pour aider la défense juridique de Lucas. C'est ta faute. Si tu l'avais aidé quand nous l'avons demandé, si tu n'avais pas causé tant de drames au mariage et nous avais humiliés, peut-être que les choses seraient différentes. Tu as attiré ce mauvais karma sur cette famille. Si tu as le moindre soupçon de décence, tu nous appelleras. Nous avons besoin d'argent, Elia, pas de charité. Que nous est-il dû après t'avoir élevé? Maman, je l'ai lu 2 fois. Le gaslighting l'était à couper le souffle. Même maintenant, avec Lucas face à la prison pour vol, elle m'a blâmé. Elle a blâmé le mariage. Elle a blâmé le karma. Elle n'a assumé aucune responsabilité. Qu'est-ce que ça dit? A demandé Sarah doucement. Rien de nouveau, ai-je dit. Juste un rappel de pourquoi je suis parti. J'ai pris un briquet de l'établi, celui que j'utilisais pour allumer le barbecue. J'ai tenu le coin de la lettre et j'ai allumé la flamme. Nous avons regardé le papier se recroqueviller et noircir. Les mots mauvais karma et dû à nous se sont transformés en cendres et ont flotté sur le sol en béton. Je ne ressens rien, ai-je chuchoté. Sarah, je ne ressens absolument rien. Ce n'est pas rien, a-t-elle dit, posant sa tête sur mon épaule. C'est la liberté. Mais le véritable tournant de cette année ne fut pas la destruction de l'ancien. Ce fut la création du nouveau. Quelques mois plus tard, nous peignions la chambre de bébé. Nous avions choisi un vert sauge doux. La pièce sentait la peinture fraîche et l'espoir. Sarah était assise dans le rocking chair, me dirigeant pendant que je masquais les moulures. Elle était enceinte de 8 mois. Un peu à gauche, a-t-elle pointé. Tu as manqué un endroit près de la fenêtre. Je suis un architecte professionnel, ai-je ri, essuyant la sueur de mon front. Je pense que je peux manipuler un rouleau à peinture. Tu es un architecte, pas un peintre. Il y a une différence. Arthur est entré alors, portant une boîte à outils. Il avait insisté pour construire le berceau lui-même. Il portait ses vêtements du week-end, une vieille chemise en flanelle et un jean raide d'amidon. Comment va l'air? A demandé Arthur, regardant le ventre de Sarah. Il donne des coups de pied comme un joueur de football, a gémi Sarah. Ou un ninja, Arthur s'est agenouillé et a ouvert sa boîte à outils. Il a commencé à disposer les pièces du berceau. Je me suis assis par terre pour l'aider. Pendant un moment, nous avons travaillé dans ce silence confortable. Le seul son, le vrombissement des tournevis et le clic du bois s'emboîtant. Elia, a dit Arthur, sans lever les yeux. Il y a quelque chose que je voulais te dire. Quelque chose que Margaret et moi avons gardé pour nous. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, m'arrêtant avec une vis à la main. Il y a 5 ans, a-t-il commencé. Environ une semaine après notre rencontre au restaurant. Te souviens-tu d'avoir décroché ce premier gros contrat commercial, la rénovation de la place d'entreprise? Oui, ai-je dit, c'est le travail qui a sauvé mon entreprise. J'étais sur le point de couler avant cela. Le client m'a appelé à l'improviste. Ce n'était pas à l'improviste, a dit Arthur. Il m'a finalement regardé. J'ai joué au golf avec le PDG de cette entreprise. Je lui ai dit que je connaissais un jeune architecte paysagiste qui avait plus d'intégrité dans son petit doigt que la plupart des entreprises dans tout leur conseil d'administration. Je lui ai dit de t'embaucher. Je l'ai fixé.
Vous. Vous m'avez décroché ce travail, mais nous ne nous étions rencontrés qu'une fois. J'en savais assez, a dit Arthur. Mais ce n'est pas tout. Le prêt que tu as obtenu l'année suivante, celui pour l'équipement, je l'ai contresigné en tant que garant silencieux. La banque ne t'a pas dit parce que je leur ai demandé de ne pas le faire. Ma bouche s'est ouverte. Arthur, pourquoi? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Parce que je ne voulais pas que tu penses que c'était de la charité, a-t-il dit fermement. Et je ne voulais pas que tu te sentes redevable. Je voulais que tu construises ta confiance. Je savais que tu pouvais faire le travail. Tu avais juste besoin qu'une porte s'ouvre. C'est toi qui l'as franchie, Elia. Tu as fait le travail. J'ai juste tenu la porte entrebâillée. J'ai senti des larmes me monter aux yeux. J'ai pensé à mon père biologique, Robert, qui n'aurait même pas payé un billet de bus pour que je rentre à la maison, qui me demandait de l'argent pour Lucas à chaque occasion. Et voici Arthur, un homme qui avait secrètement utilisé sa réputation et sa richesse pour me soutenir, ne demandant rien en retour, pas même de crédit. Vous avez cru en moi, ai-je étouffé, avant même que je ne croie en moi-même. C'est ce que fait un père, a dit Arthur simplement. Il a ramassé la balustrade du berceau. Maintenant, donne-moi cette clé hexagonale. Ce bébé ne va pas dormir par terre. Je lui ai tendu l'outil, mais je n'ai pas pu arrêter la vague d'émotion. Je me suis penché et je l'ai serré dans mes bras, là, sur la toile de protection couverte de taches de peinture verte. Il m'a serré en retour, sentant la sueur et l'allspice. Merci, ai-je chuchoté. De rien, mon fils, a-t-il dit. Maintenant, finissons ce berceau. Ta mère apporte des lasagnes, et si nous n'avons pas fini, elle nous fera la morale à tous les deux. Cette nuit-là, allongé dans mon lit à côté de Sarah, sentant le bébé bouger contre ma main, j'ai réalisé quelque chose de profond. Lucas avait passé toute sa vie à courir après un héritage qu'il pensait mériter. Il a triché. Il a volé. Il a manipulé. Et à la fin, il s'est retrouvé sans rien. J'avais passé ma vie à penser que je ne valais rien. Je n'attendais rien. Et en étant simplement honnête, en étant assez courageux pour manger seul, ce jour de Thanksgiving, j'avais hérité du monde. Ce Thanksgiving encore, 5 ans jour pour jour depuis que je me suis assis seul au Harborview Grill. La maison est remplie de l'odeur de la dinde rôtie, de la farce à la sauge et de la fameuse tarte aux noix de pécan de Margaret. L'air est chaud et épais de rire. Je me tiens à la tête de la table à manger dans notre maison. C'est une longue table faite de chêne recyclé. Je l'ai construite moi-même. Il y a 12 personnes assises. Arthur est à l'extrémité, portant une cravate ridicule sur le thème de la dinde. Margaret est à côté de lui, tenant un verre de chardonnay, riant de quelque chose que Ben dit. Tante Patricia est venue du Connecticut. Elle est assise à côté de Sarah, l'air plus heureuse que je ne l'ai jamais vue. Et dans la chaise haute juste à côté de moi se trouve Léo, mon fils. Il a 10 mois. Il a les yeux verts de Sarah et mes cheveux ébouriffés. Il essaie actuellement de barbouiller de purée de pommes de terre dans son oreille. Je frappe mon verre avec une fourchette. La pièce se tait. Discours, crie Ben. D'accord. D'accord, dis-je en souriant. Je regarde autour de la pièce. Je regarde les visages des gens qui m'ont sauvé. La famille choisie. Il y a 5 ans, je commence, ma voix s'étranglant légèrement. J'étais assis dans un restaurant à environ 10 miles d'ici, regardant une famille dîner. Je pleurais dans une serviette parce que je pensais avoir tout perdu. Je pensais que j'étais indigne d'être aimé. Sarah tend la main et serre la mienne. Je ne savais pas que la famille que je regardais deviendrait ma famille. Je ne savais pas que la gentillesse des étrangers guérirait une vie entière de blessures. Je regarde Léo, qui tape maintenant sa cuillère sur le plateau. J'ai fait une promesse à moi-même à l'époque. Je dis en regardant mon fils, que si jamais j'avais une famille à moi, personne n'aurait jamais à deviner où il se tenait. Personne ne serait jamais le drame. Personne ne serait le bouc émissaire. J'ai levé mon verre. Alors, à ceux qui se présentent. À ces parents qui choisissent d'aimer, pas seulement ceux qui partagent l'ADN. Et à la table 19 du Harborview Grill. La meilleure place de la maison. Ici. Ici. Arthur tonne. Nous buvons. Nous mangeons.
le niveau sonore monte. C'est chaotique. C'est désordonné. C'est parfait. Plus tard cette nuit-là, après que les invités soient partis et que le lave-vaisselle fredonne sa chanson rythmée, je tiens Léo dans le rocking chair de la chambre de bébé. La pièce est sombre, éclairée seulement par une veilleuse. Il dort, sa petite tête lourde reposant sur ma poitrine. Je peux sentir son rythme cardiaque contre le mien. Je pense à Lucas assis dans une cellule ou un foyer de réinsertion quelque part. Je pense à Linda et Robert probablement assis dans un petit appartement silencieux, blâmant le monde pour leur malheur. Je ne ressens plus de colère. Je ne ressens même plus de pitié. Ce ne sont que des personnages d'un livre que j'ai fini de lire il y a longtemps. J'embrasse le front de Léo. Tu n'auras jamais à gagner mon amour, Léo, je chuchote dans l'obscurité. Tu n'as pas besoin d'être un génie, un artiste ou un athlète. Tu as juste besoin d'être toi. Je ne te ferai jamais concourir pour mon affection. Je ne choisirai jamais le confort de quelqu'un d'autre plutôt que ton existence. Il soupire dans son sommeil, un son de pur contentement. J'ai alors réalisé que la vengeance ne consiste pas à crier sur les gens lors d'un mariage. Elle ne consiste pas en des victoires légales ou à voir ses ennemis tomber. La vraie vengeance, c'est d'être heureux. La vraie vengeance, c'est de briser le cycle. La vraie vengeance, c'est d'aimer son enfant de la manière dont on aurait aimé être aimé et de voir cet amour grandir en quelque chose de beau. Je suis Elias Sterling. Je suis un père. Je suis un fils. Et pour la première fois de ma vie, je suis exactement là où je dois être. Nous pensons souvent à la famille comme un fait permanent et immuable, comme la gravité. Mais ce voyage m'a appris que la famille est en fait un accord. C'est un contrat récurrent de respect mutuel, de bienveillance et d'amour. Lorsqu'une partie rompt ce contrat à plusieurs reprises, l'autre partie a tout à fait le droit de s'en aller. Il y a une leçon puissante ici sur le sophisme du coup irrécupérable. Nous restons dans des relations toxiques avec des parents, des frères et sœurs ou des partenaires parce que nous avons déjà investi tant de temps. Nous pensons, mais c'est ma mère ou c'est mon frère. Nous craignons l'inconnu d'être seul plus que la douleur connue d'être maltraité. Mais mon histoire est la preuve que l'inconnu est l'endroit où la magie opère. Si je n'avais pas été forcé à cette solitude à l'aéroport, si je n'avais pas été privé de mon filet de sécurité, je n'aurais jamais trouvé la force de m'asseoir à cette table de restaurant. Je n'aurais jamais rencontré les Sterling. Vous devez être prêt à perdre la vie que vous pensiez devoir avoir pour trouver la vie qui vous attend. Alors, j'ai une question pour vous. Y a-t-il un moment, table 19, dans votre vie? Un moment où vous avez été rejeté seulement pour trouver quelque chose de mieux au coin de la rue? Ou peut-être que vous luttez actuellement avec la culpabilité de fixer des limites avec un membre de votre famille toxique. Je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre histoire ou partagez un conseil qui vous a aidé à traverser cette épreuve. Ou si cette histoire vous a simplement rappelé que vous êtes digne d'amour tel que vous êtes, tapez simplement « bon » dans les commentaires. Voir ce mot me dit que nous sommes sur la même longueur d'onde, que vous appréciez ces leçons d'estime de soi et de famille choisies autant que moi. Merci d'avoir écouté. Vous êtes vu. Vous êtes valide. Et vous n'êtes jamais vraiment seul.